on oublie la voiture. Et tu vas nous parler de toi aussi. Ah ben oui. Tout à l'heure, parce que tu es un nouveau venu. On veut tout connaître de toi. Et notre invité aujourd'hui, Paul, voyons donc, hein, deux nouveaux venus, alors je me suis mélangée dans les noms. Notre invité aujourd'hui, Yvan Phaneuf, bonjour. Bonjour, Yvan, bonjour. vous allez nous éclairer aujourd'hui, comme vous le faites avec plusieurs personnes lors de vos conférences, lors de vos interventions. Vous allez nous éclairer et on en a bien besoin, tout le monde en a besoin, sur la vie de couple. Hein, particulièrement sur la vie de couple. Vous pouvez aussi nous éclairer sur la vie des hommes, sur la masculinité, mais ça sera pour une prochaine fois. Sur la vie de couple, sur la vie de famille. Vous êtes, on peut dire, un spécialiste, vous êtes un intervenant, vous êtes un... Je suis thérapeute en relation d'aide et j'ai écrit un livre, là, Un couple fort, une famille unie, ainsi que Devenir un homme vrai plutôt qu'être un vrai homme. Vous avez rencontré plusieurs personnes dans le cadre de vos fonctions. Vous avez pu tirer des conclusions sur la vie de couple. Qu'est-ce que vous pouvez dire en 2010, en 2011? Qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion sur la vie de couple? Comment se porte le couple aujourd'hui? Bien, moi, je dirais que c'est le plus grand défi. Réussir sa vie de couple, c'est même un défi plus grand que de réussir une entreprise aujourd'hui. Et il y a des principes de base. C'est pas magique. C'est pas parce qu'on s'aime que ça va tout seul. Mais ça, on a ça hein, comme notion. Ah, si je l'aime, là, ça va aller tout seul. Il va me comprendre, elle va me comprendre. Non, il y a des règles à respecter bien claires. Et à chaque fois qu'il y a une règle qui n'est pas respectée, il va y avoir une conséquence. Donc, c'est un peu ça qui est présenté dans le livre et je vais parler de quelques points. Quelles sont-elles, les règles à respecter? Bien, je peux en nommer trois. D'abord, celle on va que prendre je des vois... notes, là. Hein? Moi, je vais prendre des notes. Les règles à respecter. Celle que je vois qui est la plus difficile aujourd'hui, c'est la notion de choix. Choisir. Et c'est pas une question morale. Pas choisir le bon partenaire, mais... Non, le bon partenaire, je suis pas sûr qu'il existe. Tu sais, la personne que je dois trouver, mon âme sœur, je suis pas sûr qu'elle existe. Peut-être. C'est basé sur une idéalisation. Ça, c'est rassurant de savoir ça quand même, hein? Que le bon partenaire n'existe pas parce que on se lève le matin et on se dit, ah... Il n'est pas parfait, mais je vais être heureuse. Exactement. Oui, puis aussi, c'est que si je crois que la personne qui m'attend à quelque part est là, c'est que je m'implique pas là où je suis. Ouais. C'est là le choix. La question de choix, c'est pas moral dans le sens correct, pas correct. C'est bien pragmatique. C'est-à-dire que si je choisis pas d'être où je suis avec qui je suis, je ferai pas les efforts qu'il faut pour régler les situations difficiles. Donc, on pourrait mettre un RE avant le mot choix. Oui, si je ben rechoisis aussi, c'est une question aussi de rechoisir tous les jours, toutes les semaines. Quand on est confronté à des difficultés, on a à rechoisir. C'est une question aussi de savoir jusqu'à quel point on peut être sélectif. T'sais, les critères de sélection, ils se rendent jusqu'où, là? Ça serait comme avant de s'engager dans une vie de couple. Mais quand on y est engagé depuis 4, 5, 6 ans... Puis c'est plus la tête qui mène, hein. C'est vraiment le cœur, c'est les blessures, beaucoup les blessures, c'est les besoins, c'est les manques, c'est les peurs. Donc, vous dites que les blessures ont une incidence très marquée. Énorme. Donc, quand on parle de blessures, là, on est toujours dans le ça premier, dans le premier critère. Là. On parle de choix. Choisir toujours, bien, c'est parce que les blessures sont réveillées dans le couple à un moment donné, pas au début. Okay, mais quand on parle de blessures, là, pour quelqu'un qui n'aurait jamais entendu ce mot-là, les blessures, on parle de blessures d'enfance, on parle de blessures... d'infériorité, de culpabilité, d'abandon, d'insécurité. Donc, on transporte ça dans notre vie de couple. On le transporte partout, ça fait partie de nous. Ça génère des peurs, j'imagine. D'énormes peurs et ça génère de la souffrance. Donc, habituellement, à un moment donné, dans la relation amoureuse, on va toucher la blessure de l'autre parce qu'on est. Et c'est là qu'on va avoir à dire, oups, je reste-tu, choisis-tu? Si je décide que oui, je vais commencer un processus de créativité. Comment je peux faire pour que ça fonctionne? Si je trouve ça trop souffrant, et c'est correct, il y en a qui choisissent de dire c'est trop pour moi, ça fait trop mal, je sors de là. Il y en a d'autres qui disent non, ça m'apporte assez pour que j'ai envie de dépasser ma blessure. Mais là, je pense pas que ce soit même pas nécessaire, mais tu sais, c'est ça qui nous fait évoluer. Parce que des fois, j'ai l'impression qu'on attire des gens dans notre vie expressément pour venir, moi je dis, peser sur nos boutons là, pour qu'ils nous fassent travailler. Sinon, on reste comme on est toute notre vie dans nos blessures. Ça nous sort d'une zone de confort et ça nous oblige à évoluer. Tout à fait. D'où l'idée que quand on est en couple, puis qu'on veut évoluer, puis que l'autre attise nos blessures, puis qu'on attise les blessures de l'autre, bien, on a besoin de consulter
C'est aidant. Tout seul, en fait, ce qu'on arrive, c'est qu'on répète ce qu'on connaît. On répète le même fonctionnement qu'on connaît. T'sais. Soit, par exemple, là, je vais rajouter quelque chose, je ne veux pas compliquer, mais les systèmes relationnels par des blessures. Donc, si je suis quelqu'un qui a une blessure d'abandon, ce que je connais, c'est m'accrocher. Là, je m'accroche. Ce que ça crée, c'est que l'autre s'éloigne. Je me sens de plus en plus abandonné. Les fameux patterns. Quand on dit je suis dans un pattern, je suis dans un pattern. On les répète, les patterns. C'est difficile de s'en défaire. Tout à fait, parce que c'est basé sur les blessures. C'est pour ça qu'aller chercher de l'aide par des livres, des conférences, de la consultation, ça nous permet de dénouer le système et de soigner la blessure. Vous avez parlé de trois éléments, trois ingrédients essentiels. Choisir. Ensuite, il y a de travailler à pas nier sa différence. Il y a toujours un degré de négation, de différence pour réussir à se rejoindre, mais il y a une limite à nier sa différence. Donnez un exemple tiré de votre propre couple dont vous parlez dans votre livre que je trouve bien intéressant ou dont, en tout cas, dans mes notes... Il y en a plusieurs. Votre femme explore le monde et vous êtes casanier. Montagne à travers le monde. Elle amène des gens au camp de base du Mont-Everest, au Mont-Blanc. Et ça, c'est une différence qu'elle a tenté de tasser parce qu'elle me dérangeait dans mes blessures de non-importance, d'abandon. OK, vous, ça veut dire que votre femme qui voyage à travers le monde, quand elle partait avec son sac à dos et ses bottes de marche, vous vous sentiez abandonné. Oui, tout à fait. Donc, elle essayait de voyager le moins possible parce que... C'était dérangeant pour moi. Et jusqu'à ce qu'à un moment donné, elle a vu qu'elle ne pouvait pas tasser ça. C'était trop signé, elle a recommencé. Et là, moi, j'ai dû apprendre à m'occuper de cette blessure-là, cette zone sensible-là, pour réussir à fonctionner ensemble, ce qu'on a réussi à faire avec ça. Avec de l'aide, probablement. Oui, mais comme aussi je suis beaucoup dans ce milieu-là, j'étais capable de voir ce qui se passait. Qu'est-ce que ça a permis, qu'est-ce que ça a ajouté à votre couple, ça? Beaucoup de liberté. Exactement. Beaucoup de liberté, puis un sentiment d'avoir le droit d'exister dans notre différence. Parce qu'à un moment donné, quand on nie trop sa différence, il y en a un des deux qui va réagir. Donc, c'est bien faire des concessions face à l'autre pour être en harmonie. On se rejoint. Mais à un moment donné, il y a des limites. Exactement. Qu'est-ce que vous pensez de ce mot-là, vous? Quoi? Concession. Bien, je pense que ça en prend. Je pense que ça en prend absolument pour se rejoindre. Colette Portelance, ça parle de ça. Tu sais, le couple, c'est chacun sur notre rive. Qui est Colette Portelance? Je la connais, mais pour le bienfait de nos téléspectateurs. C'est Colette Portelance. Elle a fondé le Centre de relations d'aide de Montréal. Elle a fait un doctorat sur la relation d'aide. Et elle a fondé cette école-là à Montréal, à Québec et en Europe. C'est une femme qui a vraiment fait beaucoup pour le mieux-être elle a écrit des gens. Plusieurs livres, c'est ça, dont Relation d'aide et amour de soi. Et elle expliquait que ça prend un bout pour se rejoindre sur le pont de la relation, mais trop de négation, c'est-à-dire que si on ne se rejoint pas au centre, on se rejoint un qui fait 20 l'autre 80 Il y a des équilibres. Celui qui fait 80 des efforts à un moment donné va dire c'est assez. Puis il va faire payer l'autre d'une façon ou d'une autre. Oui, que ce soit en désertant, en se fâchant, en contrôlant, en boudant, ou peu importe. Puis le troisième point important? Oui, c'est le mur d'impuissance. Ça, en fait, ça attise la curiosité. Oui. Moi, le mur d'impuissance que j'ai vu à travers autant ma vie personnelle que les gens avec qui je travaille, c'est quoi qu'il arrive à un moment donné dans une relation amoureuse, on va découvrir une partie chez l'autre qui ne changera pas. Parce qu'il est comme ça. C'est son fond. Et malheureusement, cette partie-là génère chez moi des émotions désagréables. Exemple, mon conjoint est quelqu'un qui n'aime pas les responsabilités, puis qui laisse traîner ses responsabilités. Puis là, ça fait des années que je dis, ben voyons donc, occupe-toi-en, puis ça change pas, même si je lui en parle. Mais ça, au début d'une relation, tu le vois pas, ça. T'es comme obnubilé. Même si tu trouves ça charmant, tu dis, il est bas, il est bas, tout d'un coup, ça commence à tanner, puis là, ça grossit, puis ça grossit. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? T'en parles, on finit par en parler, mais au début, comme tu dis, on le voit, on trouve ça sympathique, et même, tu sais, on le met de côté que ça peut être problématique, c'est drôle. Mais pourquoi mur d'impuissance? C'est qu'à ce moment-là, quand on arrive à cette réalité-là, on se sent impuissant. À changer l'autre. Fait qu'il faut choisir à ce moment-là si on reste malgré le mur d'impuissance. Le concept de rechoisir. Et c'est au mur d'impuissance que le choix est le plus difficile à faire. Donc, lié à ces trois points-là dont vous venez de parler,
sous ces 3 points-là se trouveraient les écueils, les enjeux des problèmes relationnels. Ça va chercher plein de choses, comme les blessures, comme comment on va se parler, la communication. Aussi, une communication non défensive. Est-ce que je vais réussir à parler le fameux « je », mais... souvent, le jeu devient un tu. Si j'arrive pas vraiment à me responsabiliser que c'est moi qui vis de l'abandon, c'est moi qui est insécure, c'est moi qui se sens coupable, c'est pas toi, à moins que l'autre vraiment il fait exprès, là. Mais la communication... Puis aussi, il y a tout l'aspect lié au fait qu'on soit homme ou femme. Les femmes vont beaucoup s'attendre à ce que l'homme devine. Si tu m'aimais vraiment, tu devinerais telle chose. L'homme va s'attendre à ce que la femme... Et ça, là, on peut s'y perdre complètement. C'est pour ça qu'il y a un couple sur 2 qui ne tient pas la route. C'est pour ça que c'est tout un défi. C'est pour ça aussi que dans la société, on s'attend tellement encore... Il y a encore le mythe du couple parfait, puis que si on s'aimait vraiment, le vécu heureux et beaucoup d'enfants. Puis vous, j'aime bien dans votre titre, vous impliquez la famille, un couple fort, une famille unie, parce que un couple fort va avoir une incidence sur sa progéniture. Les enfants qui voient grandir un couple, leurs parents, en l'occurrence, puis ça peut aussi ne pas être leurs parents. Les enfants qui voient grandir leur mère avec son conjoint ou leur père avec sa blonde, qui est là. le modèle de couple qui est là, ça les inspire pour leur propre couple. Donc, on a, en tant qu'adultes responsables, une énorme responsabilité de faire de nos couples des couples forts pour les enfants qui nous voient aller. Sans tomber dans l'idéal du couple. Justement, les enfants ont besoin de voir un couple réaliste pour faire face à la réalité des couples qu'ils vont rencontrer. Quand je parle du couple fort... Merci. On revient à notre, je m'allais dire, à nos problèmes de couple, à nos défis de couple avec Yvan Phaneuf. Donc, Monsieur Phaneuf, communication, on l'entend beaucoup, celle-là. Il faut communiquer, il faut communiquer, il faut communiquer. Mais moi, je veux pas des trucs, mais des moyens concrets de communiquer. On a parlé du « je » tantôt. Parler en « je », parler en « je », il y a encore beaucoup de personnes qui ne savent pas concrètement ce que ça veut dire. Quand on dit parler en « je », un message « je », ça veut dire que, admettons qu'on a un problème de couple. Bien, il y en a plusieurs qui savent, moi, c'est ce que je constate, qui savent qu'il faut parler au « je ». Mais quand on vit une émotion désagréable, c'est comme si le « je », on laisse faire, puis on tombe sur le dessus. Une première chose, je dirais, sur la communication, le danger, c'est d'idéaliser la communication. Penser que la communication règle tout. C'est pas vrai. La communication a plusieurs fonctions. Il y a une fonction bien pratique là, de donner des informations. Puis quand on est confronté à une situation souffrante, là, c'est de ça que tu parles, hein, une situation souffrante dans la relation, le « je » sert pas, et la communication ne sert pas nécessairement à régler le problème. La communication sert à essayer de dégager l'émotion désagréable que je vis, que je ressens dans la situation. Parce que la situation est récurrente, la situation, on ne peut pas l'enlever nécessairement. Mais ce que je peux me dégager, là où je peux devenir plus libre, c'est que je suis capable de dire ce que je vis dedans. Parce que le problème, c'est pas la situation. C'est ce qu'elle me déclenche comme émotion désagréable. Donc, à ce moment-là, est-ce que ce serait bien, avant d'aller voir l'autre, puis parler en jeu, de se faire un petit travail personnel, soit par écrit, hyperventilé avec son ami, peu importe, pour pas arriver puis déverser. Parce que là, à ce moment-là, le je, le tu, le vous, le nous, je veux dire, non, mais c'est vrai pareil. On peut-tu avoir une responsabilité individuelle avant d'avoir une responsabilité de couple, de faire son déblayage personnel? Essentiel. Hein? Oui, il faut savoir, aux gens que vous rencontrez, aux couples si que tu vous rencontrez. demandes un truc, une des premières choses, c'est faire le ménage un peu dans ses affaires. C'est quoi qui est déclenché? C'est où je suis blessé? Et qu'est-ce qui me fait souffrir? Puis c'est quoi le déclencheur précis? C'est pas juste parce que tu fais ça. Comprendre, avoir les mots. Saisir. Ouais. Un mot sur le sentiment qu'on vit, l'émotion qu'on vit. C'est d'exprimer ses émotions, parce qu'il ne faut pas accumuler puis arriver en état de crise. Mais avant d'exprimer ses émotions, il faut les
connaître, il faut les savoir. Moi, je sais qu'avec mon chum, quand j'arrive, puis j'ai fait mon travail en amont, puis que je dis, écoute, mon beau garçon, telle chose, tu sais, mais lui, probablement, il est beaucoup plus réceptif. Si c'est moins chargé, puis, il est beaucoup plus enclin à recevoir ce que j'ai à dire, et ça fait des super belles fins de soirée. Non, mais il y a un principe à respecter dans la communication. Hein. L'émetteur et le récepteur, ça paraît bien simple, mais moi, ce que je vois de nos jours, c'est pas de dire qui est problématique. C'est l'écoute. Ou de le recevoir. Hein. Oui, d'être capable d'écouter puis de recevoir, de dire, OK, là, c'est l'autre qui parle, c'est pas moi. Et d'essayer, quand j'écoute, en fait, là, c'est qu'il faut que je lâche mes réponses. Il faut que j'arrête de penser, OK, mon argument, c'est j'accepte de lâcher prise sur mes points de vue et de saisir qu'est-ce que l'autre essaye de me dire. De la tête et du cœur, OK, ça l'a blessé. Se mettre dans la peau de l'autre, c'est ça? Saisir. Qu'est-ce qu'il veut me dire? De ne pas se sentir aussi accusé là-dedans, attaqué là-dedans. Fort possible que je vais me sentir attaqué, mais ça demande de le gérer. C'est parce que tu te sens attaqué, fait que là, tu dois en donner une défense. Tu vas vouloir te défendre. Ben, ça escalade. Donc, je vais avoir un bumper. Tu sais, entre, je me sens attaquée, mais je réponds, j'essaie de ne pas réagir tout de suite puis de me prendre un temps de pause. Donc, oui, je vais me sentir attaquée. C'est bien normal, c'est bien correct, mais je vais me mettre entre parenthèses. Et là, j'écoute ce que l'autre. Mais c'est ça qui est assez troublant, c'est que je suis impliquée. C'est pas comme si ma meilleure amie me disait que son chum, il n'a pas ramassé ses petits bamboules en dessous de les ébailles. Je suis pas impliquée. Je suis impliquée, je suis le déclencheur. Non, c'est là que ça devient dur d'écouter. Donc, la pertinence de se présenter quand il y a une communication de couple dans un état de disponibilité. Puis cet état de disponibilité-là, il requiert des compétences qu'il faut acquérir, peut-être on en revient à une formation, une personne qui peut nous aider. En thérapie relationnelle, moi, tu sais, la majorité des gens que je reçois me disent tous, non, on se parle. Ça prend 5 secondes que je vois qu'ils sont pas capables de on se parle. Chérie, qu'est-ce qu'on mange pour souper? Puis tu pensais aller... Il y a un qui monologue, puis l'autre qui... Comment ça se passe? Moi, j'ai toujours... Ça m'intrigue. Vous recevez un couple. Ouais. Bon, ça s'échelonne sur quoi? 10 rencontres? Moi, je dis qu'en bas de 8 rencontres, là, on fait juste commencer. En bas de 8 rencontres, si c'est plus grave, ça va dépasser. Si c'est moins gros, ça règle. Parce qu'un système relationnel, c'est dans ça que les couples sont pris quand ça va mal. Hein? Un système abandonné, déserteur, juge, coupable, supérieur, inférieur, il y en a plusieurs. Dénouer ça, c'est lié aux blessures, ça prend quelques rencontres. En bas de 7-8 rencontres, à moins que ça va vraiment pas avec le thérapeute, c'est beau, on s'en va. Est-ce vrai que ce sont les femmes qui amènent leur mari, leur chum, par le bras? C'est rare qu'un homme dit « Chérie, viens-t'en. » Okay. Alors, la femme arrive... Le gars, il en parle dans la chambre de hockey, c'est pas ça. Non, je pense pas que le gars en parle dans la chambre de hockey. Le gars va dire « Hey, Johnny, j'ai des gros problèmes de couple. » Pas sûr. Non, il va dire « fatigante. » Oui, c'est ça. Fatigante. Donc, la femme dit à l'homme, là, je veux vraiment qu'on aille en thérapie. L'homme, il va un peu de reculons parce qu'il veut sauver son couple. Quand il arrive devant vous... C'est la peur de perdre qui motive le gars à faire une démarche souvent. Et c'est l'orgueil qui l'empêche d'y aller en premier? Il y a de l'orgueil. Il y a aussi, tu sais, c'est pas notre domaine, nous autres, les gars. Tu sais, même moi, je suis en couple depuis des années, mais quand ça va mal, c'est pas moi qui parle le premier. C'est pas le réflexe. Parce que, tu sais, c'est pas le fun de sentir des émotions désagréables. Puis la femme a une plus grande aisance. Donc, quand ça va pas, elle est capable de faire face aux émotions désagréables plus. Les gars, on va chercher des solutions, on va banaliser ça. Et moi, je vois que c'est un frein à ça. Puis aussi, le gars, il vient en se disant... Ça va me tomber dessus. Je vais être le foutif, ça va tomber je vais sur me faire moi. ramasser. Fait que les gars arrivent sur la défensive. Avec un homme comme Yvan, déjà, ça doit aider. Les femmes, il y en a beaucoup qui veulent venir avec moi justement parce que je suis un gars. Ils disent que ça va le rassurer. Puis donc, ce sont des rencontres d'1 heure. Et est-ce que vous les faites... vous leur faites faire pas des jeux de rôle, mais vous leur dites, par exemple... de communication. Et là, vous observez et vous leur... refléter ensuite ce que vous avez vu. Exactement. Mais là, vous ne les chicanez pas, là. Il y en a qui le prennent comme ça. C'est ça. Non, je ne chicane pas. Moi, je montre ce que j'ai observé. Là, ce que je vois, c'est que tu as parlé en jeu, mais quand tu as senti ta peine, tu es devenu en tu et là, tu as accusé.
et toi, c'est difficile d'écouter. Ce que je vois, c'est que quand tu te sens coupable, tu te défends, tu réagis. Je montre comment il Je fonctionne. suis convaincue que les hommes, après 4, 5, 6 rencontres, en redemandent et c'est eux qui tirent après ça la femme. Ou même, ils demandent à me voir tout seul. J'aimerais ça te voir parce que je voudrais te parler de quelque chose. Souvent, ça s'en va vers le travail parce qu'ils vivent des difficultés au travail, puis c'est une grosse partie de Ensuite, leur vie. ils peuvent entreprendre une démarche personnelle, Oui, il y en a individuelle, qui va être beaucoup, salutaire, qui va beaucoup. rejaillir Une fois, sur là. leurs enfants, sur la famille, parce que, j'en reviens au titre de votre livre qui me plaît énormément, un couple fort, une famille unie. Merci beaucoup, M. Faneuf. Vraiment, vous faites de l'excellent travail avec les couples, avec les hommes aussi. Ce serait bien, bien intéressant qu'on puisse reparler de vos réflexions et votre démarche. Christine, qui a toujours des trouvailles pour nous et qui est si lumineuse. Christine, tu fais notre bonheur totalement. Merci avec beaucoup. tes trouvailles. Bien, aujourd'hui, là, c'est la chronique doudou, un petit peu pour certaines personnes, comme Dean, qui est un petit peu plus sceptique. Mais qu'est-ce que tu veux dire par Parce que je vais vous parler de livres plus spirituels, des sujets un peu plus spirituels qui demandent une ouverture. Puis là, je vous dirais, prenez ça avec un grain de sel. Je parle à Dean, je sais que je m'adresse à lui là, présentement, là. Mais sûrement plein d'autres gens qui nous écoutent. Je m'associe à Dean aussi. C'est ça, c'est correct. Mais qu'est-ce que tu dis? Dean, l'actuaire? Ben, j'ai une formation d'actuariat. OK, donc je tu es plus cartésien. plus comptable. Ben oui. Mais c'est normal. Moi, avec ma formation en droit, c'est côté très rationnel, mais à force de découvrir des choses comme ça, ben, on dirait que ça m'ouvre tranquillement. Puis j'aime y croire. J'aime croire à certaines choses. Je trouve que ça fait du bien. Le premier est sur les anges. Ça s'appelle Anges et guides célestes de Danielle Goyette. Danielle Goyette, c'est une journaliste. Et là, c'est une nouvelle collection aux éditions Michel Quintin, Québec insolite. Elle a écrit celui-là et un autre sur les ovnis. Ça vous donne une idée. Mais c'est intéressant parce qu'elle a fait des recherches, elle a rencontré des gens, elle est allée chercher des témoignages et tout. Dépendant, si le sujet vous intéresse, vous avez vécu des choses qui ressemblent à ça, bien, c'est sûr que ça va nous intéresser davantage. Moi, personnellement, quand j'étais petite, ma grand-mère, ma mamie Yvette, qui m'avait ouvert à tout ce concept-là de spiritualité des anges, même qu'elle m'apprenait à dire mon chapelet quand j'étais petite, puis elle me disait qu'il fallait que je le fasse avant de m'endormir. Sauf que je m'endormais, je m'endors vite encore aujourd'hui, puis j'avais pas le temps de le finir, le fameux chapelet, je trouvais ça bien trop long. Puis là, j'étais découragée, puis je me disais, hey, ça n'a pas de bon sens, quelle insulte aux anges ou à je sais pas qui. Mais t'avais peur qu'ils reviennent te jeter à un moment donné, j'avais osé lui dire, mamie, faut que je t'avoue que j'y arrive pas, tu sais. Elle m'a dit, fais-toi-en pas, les anges le finissent pour toi. Et c'est drôle comment, des fois, une petite chose peut nous marquer à vie. Moi, ça a été ça, mon ouverture à toute cette magie-là, si on peut dire. Puis là, je dis, ah oui, vraiment, ils vont le faire, même si, parce que dans le fond, la vérité, c'est que je m'endors vraiment au début. C'est pas grave. J'avais le temps de dire 2 mots, une chance que les anges étaient là. Mais toujours est-il que c'est un sujet qui, moi, m'a quand même toujours intéressée. Même si j'ai un côté rationnel, je me dis, je trouve ça intéressant d'entendre des histoires par rapport à ça. Puis il y a des choses, à un moment donné, que les gens nous racontent, puis on se dit, mais ils ne mentent pas, là. Ils ne peuvent pas inventer tout ça. On peut dire, bah oui, ça dépend comment on l'interprète. Puis ce qui est le fun dans le livre de Danielle Goyette, c'est qu'elle nous amène des gens qui y croient beaucoup et qui ont vécu des expériences dans ce sens-là. Ce sont des témoignages. Des témoignages, beaucoup. Il y a sa part à elle aussi. Mais il y a, à la fin de chaque chapitre, il y a comme quelques pages d'un sceptique. Vraiment, qui ne croit absolument pas à ça et qui, lui, apporte sa façon de l'interpréter. Fait que je trouve que ça crée un bel équilibre dans le livre et c'est ce qui va faire que ça va répondre à tout le monde. Il y a une histoire. Bien, d'abord, dès le début, moi, le livre, je l'ai offert en cadeau souvent parce que, tu sais, croire aux anges, croire à tout ça, ce que je pense que ça fait, c'est que ça nous fait du bien. Ça apporte de l'espoir. Oui, puis ça peut aider à mieux vivre. Exactement. Puis des fois, bien, surtout, je pense en période de deuil, de penser qu'il y aurait autre chose de plus grand que nous, qui nous supporte, autre chose après, bien, souvent, ça nous fait du bien. Puis dès le départ, dans l'introduction, Danielle Goyette, elle a mis un texte elle parle un peu de c'est son père qui est décédé quand elle avait 8 ans. Puis c'est un message comme si son père lui parlait par l'entremise d'un ange ou de lui-même, peu importe. Puis souvent, je trouve que ces livres-là, c'est le fun à offrir en cadeau à quelqu'un qui a perdu un être cher. Puis même, mettez-lui un petit post-it ou un petit quelque chose pour dire, regarde, cette page-là, là, j'ai pensé à toi quand j'ai lu ça. Puis j'ai pensé que ça te ferait du bien. Exactement. Et là, il y a une histoire, celle que je veux vous raconter, c'est celle de Linda, qui, elle aussi, dans son histoire, avait perdu son père, était décédé. Puis à un moment donné, elle avait de la difficulté vraiment à passer à travers son deuil. Fait qu'elle lui a demandé, comme en prière, elle dit, papa, fais quelque chose, là, je t'en prie, tu sais, j'en arrache trop. Dans le fond, c'est trop difficile.
Et elle est allée à l'épicerie. Et pendant qu'elle faisait son épicerie puis qu'elle était toute en peine et tout ça, il y a un monsieur, un pur inconnu, là, qui est arrivé pour venir la voir. Elle dit qu'il n'y avait pas de panier d'épicerie, il n'y avait rien dans les mains. Stature, prestance, allure qui ressemblait à son père, à elle, qui était décédé. Et là, il vient la voir, il l'accoste pour lui dire, il dit, savez-vous, mademoiselle, que vous êtes très jolie. Je trouve que vous avez les yeux pétillants, vous avez l'air intelligente et allumée. Puis là, elle était toute sonnée d'entendre ça, tu sais, un inconnu qui vient te voir à l'épicerie pour te dire ça. Fait que, puis il continue en lui disant, maintenant, qu'allez-vous faire avec ça, tous ces beaux compliments? Puis là, il lui suggère, il dit, mettez ça dans un petit tiroir dans votre tête et les jours où vous ne vous sentirez pas bien, ouvrez ce tiroir et souvenez-vous de ce que je viens de vous dire. Puis elle s'est dit, après, ça l'a émue et elle s'est dit, bien, ça répète mon père. Tu sais, on me dirait que mon père est venu me dire ça par l'entremise de ce monsieur-là. Ça serait tout à fait plausible. Et souvent, quand il arrive des expériences... Regarde le visage de Dave. Et en plus, ce qu'il raconte dans ce livre-là et dans plein d'autres livres, j'en ai lu plusieurs sur le même sujet, mais ils vont souvent dire que quand on vit une expérience comme ça, il arrive une preuve après. C'est parce qu'on a besoin, des fois on doute encore. Alors, elle est revenue chez elle, toute émue de son aventure, de ce qui venait de lui arriver, et son fils de 9 ans est venu l'accueillir en lui demandant, « Maman, dis-moi, est-ce que tu crois à ça, toi, les morts qui viennent nous parler? » C'est fascinant quand même. C'est une confirmation. Bien, en quelque sorte. Hein? C'est ça. Les synchronicités, bien, il y en a tout plein dans ces livres-là. C'est vraiment... Tu sais, on rattache souvent le mot « croire ». Est-ce que tu crois à ça? Est-ce que tu crois pas à ça? Moi, j'aime pas le verbe « croire » rattaché à ces histoires-là parce que c'est pas en termes de croyance. C'est plus en termes de sensation, d'intuition, d'expérience. C'est vrai. Fait que c'est pas au niveau de la tête, c'est plus au niveau du cœur. Cette femme-là qui est allée à l'épicerie, là, je veux dire, c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai? Elle l'a vécu comme telle. Puis on s'en fout. C'est ça, ça nous regarde même pas. Elle, ça lui a fait du bien. Elle l'a vécu comme tel. C'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai? Le monsieur, il était-tu là, live? Non, ça lui a apporté quelque chose qui va faire que... C'est pas le moyen qu'on a utilisé, mais c'est le résultat. Exactement. C'est ce que ça lui a procuré et qui va faire d'elle quelqu'un elle va être une meilleure personne. Mais tu sais, Yvan tantôt parlait d'écouter davantage, d'accueillir. Mais je pense que quand les gens nous racontent ce genre d'histoire-là, tout ce qu'on a à faire, c'est écouter puis se dire, mais tant mieux si ça lui fait du bien, pas juger. Tout à fait. Et la spiritualité, c'est un besoin. Bien, je pense que oui, effectivement. Et dans le livre, vous allez pouvoir trouver aussi, je termine là-dessus pour celui-là, mais trouver qui est votre ange gardien, parce que selon les dates de naissance, alors là, j'ai trouvé celui de Dean. Écoute, depuis le début, il n'arrêtait pas. Il me dit, Christine, vas-tu me dire... On va même l'écrire, là, pour que tu regardes, on va te l'écrire sur une feuille. Il s'appelle... Comment il s'appelle? Tu lui parleras ce soir avant de t'endormir. Damabia, D-A-M-A-B-I-A-H. Damabia. Oui. Et celui de Marcia, c'est... Un gars de Lévis, ça. Donc, regardez, Dean, il va peut-être être moins sceptique. Damabia. Tiens, Dean. Mais tu sais qu'il est arrivé souvent des affaires bizarres à la télé, sur des plateaux comme ça, où on parle de ce genre de choses-là, puis après, il t'arrive une expérience avec Damabia. Puis moi, je vais avoir de la difficulté à dire, Y-E-L-I-E-L. Yéliel. Il n'y a pas des mauvais angles. Mais non, pas selon elle. Par définition. Effectivement. Sinon, ben, dans le même ordre d'idée, ça, c'est un classique. La vie des maîtres, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont lu ça. Spalding, quand on dit là, les œuvres littéraires, spirituelles. Vu, ce merveilleux livre. Oui, Les anges et guides célestes de Daniel Goyette. Et sinon, La vie des maîtres, j'ai entendu parler souvent de ce livre-là. Puis à un moment donné, tu sais, quand tu fais trop de gens qui te disent, qui t'en passent, bon, il faut que j'aille lire ça. C'est un groupe de scientifiques qui sont partis à la recherche d'exemples dans le monde qui existent, surtout en Inde, au Tibet, des choses qui dépassent tout entendement. OK? Là, encore là, ça va vous demander encore plus d'ouverture que les anges de tantôt. Mais tu sais, je vais vous donner un exemple concret là, de ce qu'il aurait pu trouver. Puis c'est une quête spirituelle. Encore une fois, on se dit, est-ce que c'est un roman? Est-ce que c'est romancé ou c'est vraiment l'histoire de l'auteur? Et l'auteur le dit très bien au début, je trouve ça fascinant. Il dit, je m'en fous de ce que vous pensez. Allez chercher ce que vous avez besoin là-dedans, c'est tout. Voyez, mesurez selon votre croyance, votre niveau d'ouverture ou quoi que ce soit. On voit une image de l'Himalaya, ça a-tu rapport oui, avec... Oui, ils sont allés dans ce coin-là aussi, étudier certains phénomènes. Avec le Dalai Lama? Non, pas le Dalai Lama comme tel, mais on parle de différents grands maîtres spirituels. Et il y a, dans ce livre-là, bien, ça me faisait penser à, dernièrement, ce que je te parlais un peu avant l'émission, il y a un homme, là, que vous avez peut-être entendu parler de ça aux nouvelles, un monsieur de 82 ans, un Indien, qui ne se nourrit pas, qui ne mange pas, ne boit pas depuis 70 ans. Il a été analysé en
médecine pendant 2 semaines, hospitalisé. Là, pour l'instant, c'est encore un mystère. C'est vrai ce que je vous dis là. Vous ferez sur Google, là, tapez ça, là, monsieur qui ne mange pas, qui ne boit pas, vous allez avoir plein d'affaires. Et d'ici quelques mois, on devrait avoir les résultats des examens. Mais c'est le genre de choses, combien si de tu temps dis... il mange pas, là, lui? 70 ans. 70 ans. Il dit qu'il vit de sa force spirituelle. Et quand il était jeune, il y a une divinité. Quand il avait 6 ou 8 ans. Tu sais, fait mais moi, je trouve ça fascinant. Oui, c'est ça. C'est ça. Et ça alimente les conversations. Tu termines avec... Il voulait un garçon de Anne Givaudan. Anne Givaudan, c'est une auteure que plusieurs connaissent déjà, très spirituelle aussi. Elle a écrit ce livre-là parce qu'elle aurait senti que présentement, sur la Terre, il y a beaucoup de femmes qui ont une difficulté à vivre avec le fait qu'elles ont été voulues comme un garçon dans leur famille. Et c'est fou, hein, mais depuis que j'ai lu ce livre-là, que j'en ai parlé autour de moi, je ne sais pas combien de femmes m'ont dit, mais Christine, c'est mon histoire. Vos parents voulaient un garçon, c'est vous qui êtes arrivé, vous avez tout fait pour prouver que vous aviez autant de valeur qu'un garçon. Ça a défini. Sûrement. Ah oui, vous entendez ça en Il y en a beaucoup. C'est de l'ordre du conditionnement à ce moment-là. Donc, ça voudrait dire que cette femme-là ressent dans ses cellules qu'elle n'a pas été... Ça touche l'identité féminine. C'est le fait de vouloir se prouver et tout. Là. Donc, Anne Givaudan, il voulait un garçon. Merci beaucoup. C'est romancé. Christine, t'as été un ange pour nous. Merci. Les petits bonheurs. Vos petits bonheurs. J'aimerais ça, en terminant l'émission, que vous nous parliez, c'est un petit bonheur simple, mais qui est important et gros. C'est quand j'arrive à bien m'occuper de mes inquiétudes puis de mes peurs, à complètement m'en dégager, je retouche un espace de confiance en ma vie et en la vie. Un sentiment de liberté qui est super bon. Puis concrètement, là, quand vous avez la sensation de vous être bien occupé de vos peurs, puis de vous en être dégagé, ça dégage complètement mais comment vous avez fait ça? C'est-tu en écrivant? Ça peut être en appelant quelqu'un, ça peut être en posant un geste. J'ai quelque chose qui me dérange, qui me fatigue, je m'en occupe, je fais une démarche. Ça peut être ça. Dépendamment de chaque peur, j'ai à l'écouter pour discerner comment m'en occuper. Si on sort du psychologique, un petit bonheur, là, je sais pas, c'est un verre de vin, c'est-tu un bon massage? On est allé marcher en montagne en Gaspésie, ma fille, ma blonde et moi, et on est arrivé face à face avec un orignal. Et ça, c'est un grand bonheur. C'est un grand bonheur, ça. Ça a été extraordinaire. Ça a été extraordinaire. Vraiment, on a regardé, puis wow! Tu sais, un animal en liberté, là. C'est vrai. C'est... Vous allez vous en souvenir toute votre